et pragmatique. Ça a toujours été comme ça. Et le Majlis, le Parlement iranien, j'en ai été témoin plusieurs fois, est souvent le théâtre d'empoignades tout à fait homériques. Simplement, ce qui me paraît plus important, c'est, Marion l'évoquait, l'apparente montée en puissance de la figure du président Pezeshkian. Alors, président élu, on se calme, il est élu parmi des candidats qui ont été dûment sélectionnés. C'est un peu en France comme si vous pouviez élire quelqu'un entre la droite du Modem et la gauche du Parti républicain, hein, parce qu'ils sont présélectionnés en fonction de leur gage théologique et de leur loyauté au régime. Mais il y a un truc plus important que ça, c'est que en réalité, en Iran, le président est au mieux le deuxième personnage de l'État, voire le troisième. Et c'est effectivement le guide suprême, donc héritier direct de l'ayatollah Khomeini, qui contrôle les leviers du pouvoir judiciaire, de l'armée, des médias, etc. Mais ce qui est exact également, c'est que mes derniers séjours, à la fin des années 2010, il y avait un débat sur l'institution même du guide suprême. Et ce qui avait été totalement tabou pendant des années, vous savez, il y a un principe qui s'appelle le velayat fakhri en persan, ça veut dire en fait la primauté du spirituel sur le temporel, grosso modo, hein. Donc le primat absolu du religieux. Et des gens très élevés dans la hiérarchie du pouvoir me disaient, mais au fond, on est en train de se demander s'il ne faut pas mettre un terme après le retour chez les ancêtres de l'actuel guide, à cette institution, et par exemple lui substituer à un triumvirat collégial, voilà, de dignitaires, etc. Parce que c'est peut-être plus... et donc le président, dans cette configuration-là, pourrait devenir un personnage, pardon, je dis non, mais il faut rappeler que Khamenei n'est que le deuxième homme depuis la révolution islamique de 79 à exercer cette fonction. Il y a eu Khomeini pendant 10 ans. Absolument. À la mort de Khomeini, il a pris le relais depuis 1989, il est toujours là. Et d'ailleurs, quand il est propulsé dans le fauteuil de Khomeini, beaucoup d'éminents théologiens, ce qu'on appelle les marjas, c'est-à-dire les sources d'imitation, le plus haut degré de la hiérarchie chiite, expliquent que bon, ces qualifications théologiques sont extrêmement médiocres. Donc il est propulsé d'une manière un peu artificielle. Dernier point, parce que l'essence de son pouvoir est religieuse. Et donc, c'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui participe à des sommets, à des cénacles, etc. Donc il sort peu, il reçoit encore moins. Sa place n'est pas comme le président dans ses manifestations. Absolument. Mais dernier point, parce que ça renvoie justement à la spécificité du chiisme iranien, et donc cette disparition n'est pas si étrange que ça. Vous savez, ce qu'on appelle le chiisme duodécimain, donc, parce que c'est la vénération de 12 imams, et on attend le dernier, qu'on appelle le Mahdi, qui doit revenir sur Terre, etc. Bon. Et on vénère deux figures dans l'Iran chiite, le martyr, et précisément le Mahdi, donc ce qu'on appelle l'imam occulté, l'imam caché. Et donc le fait de disparaître de la scène, au fond, ça renvoie